Bonjour à toutes et à tous. Comment imaginer l'hôpital de demain? Comment la data, l'IA et l'innovation numérique peuvent transformer le parcours patient, mais aussi la qualité des soins et le travail des soignants à l'hôpital? C'est ce que nous allons voir avec un exemple précis de software médical et notre invité, Charlie Brottier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge de la stratégie, de l'innovation et de la data chez Software Medical. Bienvenue sur le plateau de la French Care. Est-ce que vous pouvez nous dire, quand on parle de l'hôpital de demain, quelle place prennent ou vont prendre la data et l'innovation numérique? Oui, avec plaisir. Donc, Software Medical est un acteur de la e-santé. On est présent dans plus de 1400 établissements en France, à la fois donc côté sanitaire, mais aussi dans le monde de l'imagerie médicale, dans le monde de la biologie et dans le monde de la médecine de ville pour faire le lien ville-hôpital. Donc, on a une vision vraiment 360 de la dimension soins au niveau national. Et on pense que dans les prochaines années, l'hôpital de demain va se focaliser sur régler les difficultés qui existent aujourd'hui au quotidien, sur la souffrance des professionnels de santé, les difficultés sur les tâches administratives, certaines lourdeurs qui sont jugées comme réglementaires, qui pourtant sont là pour faciliter la prise en charge de patients, mais qui déroutent un petit peu le professionnel de santé de son métier au quotidien, qui est là normalement pour s'occuper du patient, délivrer du soin, et qui a eu tendance ces dernières années avec le numérique à s'éloigner du patient. Ça paraît surprenant, mais c'est ce qui s'est passé. Et l'hôpital de demain va faire un petit peu un retour aux sources grâce à la technologie pour être encore plus proche des patients, soutenu par les technologies comme l'intelligence artificielle, la data et plein d'innovations qui sont en cours. Vous avez des exemples de ces innovations qui peuvent très concrètement nous montrer comment on va faire cette bascule, ce retour en arrière vers plus de temps pour les soignants? Effectivement, là, il y a eu quand même depuis ces 2-3 dernières années une accélération extraordinaire de la dimension IA, LLM et maintenant agentique. Donc LLM permet de simplifier des tâches et de libérer du temps. C'est des modèles de langage. C'est des modèles de langage. Donc de libérer du temps pour les professionnels de santé pour qu'ils puissent s'occuper plus du patient. Typiquement, on entend parler de l'IA ambiante, qui fait que comme là, on a une discussion tous les deux sur le thème de l'hôpital de demain. Une IA pourrait nous enregistrer, écouter ce que l'on est en train de dire et classer les bonnes informations automatiquement dans le dossier patient informatisé sans que le professionnel de santé, d'un seul coup, se déroute du regard du patient, se mette à taper derrière son écran d'ordinateur, puis on a l'impression en tant que patient qu'il est en train de faire autre chose que de s'occuper de nous. L'IA classe ça automatiquement dans le DPI. Ça, c'est des choses qui existent déjà aujourd'hui. Ça, c'est un compte-rendu de consultation. Ça, c'est un compte-rendu de consultation, mais surtout, ça classe l'information au bon endroit pour qu'on puisse ensuite réutiliser la donnée pour que si le patient, c'est un patient chronique, qu'il sache que dans cet épisode de soins particuliers qu'on a tous les deux, à tel moment, j'ai peut-être eu une baisse de tension et ce genre de choses, et que ça puisse servir dans un diagnostic plus long terme sur le patient. Mais ça, c'est des choses qui existent déjà, en tout cas qu'on délivre déjà au marché. Et l'hôpital de demain, lui, va être, par exemple, capable d'écouter par rapport à ma voix certains signaux faibles qui pourraient cacher dans mon intonation et autres des choses que l'IA d'aujourd'hui n'est pas capable de détecter. Donc un certain nombre de biomarqueurs qui seraient présents là parce que j'ai une intonation particulière qui dirait « Ah ben tiens, peut-être qu'en complément de telle et telle pathologie que le patient déclare avoir, là je suspecte telle chose » et l'IA pourrait déclencher automatiquement des vérifications et expliquer aux professionnels de santé qu'elle a pris cette décision-là d'aller voir ce qui se passe parce qu'elle a détecté tel et tel signal faible. Donc là, on est sur une aide à la prescription, alors si j'entends, au diagnostic, à la prescription. Voilà, donc là, il faut faire attention sur ces sujets-là parce que quand on rentre sur les sujets d'aide à la prescription et de diagnostic, on rentre dans le giron de ce qu'on appelle les dispositifs médicaux qui sont extrêmement réglementés. Et donc, dans les choix technologiques qu'on est en train de faire, bien entendu, on prend garde à être conforme à la réglementation si on va jusqu'à proposer un diagnostic pour le médecin. Mais à la fin, c'est quand même toujours le professionnel de santé qui décidera. Et on n'est pas du tout à l'ère où l'IA va décider toute seule sans le médecin. On comprend bien que c'est complémentaire et qu'il y a une supervision du médecin. Toujours, de toute façon. Par la loi, le médecin est responsable et l'établissement est responsable. Et c'est ce que j'allais vous demander. Donc, quelle est pardon, je vous ai coupé, mais sur cette notion de responsabilité, justement, si on est sur cette... Ce qui est très important, c'est d'informer le patient que le professionnel de santé utilise de l'IA au quotidien dans son diagnostic, dans sa prise en charge. Et surtout, quand une décision est prise par l'IA, il y a une obligation d'expliquer et de mettre des mentions qui expliquent que c'est une IA qui est intervenue, qui a mené à cette décision. Typiquement, en imagerie médicale, aujourd'hui, je pense qu'il y a très très peu de radiologues qui n'utilisent pas d'IA pour poser un diagnostic sur une imagerie médicale, une radio, un IRM, un scan, etc.
C'est l'IA la plupart du temps qui prépare le compte-rendu, le médecin la confirme. Et le patient lui-même peut être informé parce que l'IA peut avoir une faculté très forte, c'est de parler plusieurs langages. Il peut parler un langage médical et il peut parler un langage naturel pour un homme, une femme, un citoyen. Et quand vous recevez un compte-rendu d'imagerie ou de biologie, qu'est-ce que vous faites en général? Vous le mettez dans Claude Code, enfin dans Claude ou dans Gemini ou je ne sais quoi, et puis vous essayez d'avoir un compte-rendu. Mais là, c'est ce que le radiologue pourrait faire, c'est automatiquement, quand il renvoie le compte-rendu au médecin, évidemment, c'est un compte-rendu structuré médicalement, et quand on l'envoie au patient, une traduction compréhensible par un humain, on va dire citoyen tout à fait normal, en expliquant par une petite mention en dessous que l'IA a été généré par, le compte-rendu a été généré par une IA. Donc ça, on comprend bien tout l'apport de l'IA pour les soignants. Est-ce qu'on peut aussi avoir des exemples peut-être sur ce que l'hôpital de demain pourra apporter sur le parcours de soins pour le patient? Donc là, on est dans un virage très important. Aujourd'hui, le système de santé, en tout cas en France, est un système qu'on appelle curatif, c'est-à-dire qu'on soigne les malades. Et le système de remboursement de l'assurance maladie fait qu'on doit être malade pour être pris en charge, pour avoir un remboursement, que les mutuelles interviennent, etc. Quoique ça dépend. Certaines mutuelles font de la prévention et autres. Mais donc, on croit beaucoup à un équilibre qui va naître entre le soin curatif et la prévention. Et là, on arrive dans des parcours de santé où on pense qu'à partir des données issues du soin, on est capable d'améliorer des programmes de santé publique comme le diabète et de détecter des signaux faibles avant même les premiers symptômes, en fait, quelque part médicaux ou physiques sur un patient, que là, il y a un terrain favorable à l'accélération et à l'arrivée d'une pathologie comme l'insuffisance cardiaque, comme le diabète, comme un certain nombre de maladies chroniques. Et à ça, on peut croiser le fait que l'environnement, l'éducation, le lieu de vie peut être aussi propice à une accélération de certaines pathologies. Typiquement, le diabète, on sait très bien que la manière qu'on a de se nourrir, de faire du sport ou pas du sport, de s'occuper, d'avoir une hygiène de vie équilibrée ou non, a un impact direct sur le diabète. Donc, utiliser les données qui viennent de l'hôpital, les croiser à des données plus populationnelles, c'est comme ça que la médecine de demain va évoluer et la technologie va servir ce nouvel équilibre qui doit avoir lieu. En tout cas, nous, on y croit beaucoup chez Software Médical, entre le soin et la santé. La santé, c'est-à-dire la prévention, la médecine participative, la médecine plus personnalisée. Dans le passé, on va dire un certain nombre de traitements ne faisaient pas de différence entre le genre des gens. Les hommes et les femmes étaient soignés de la même manière avec les mêmes traitements. On a vu que ça a eu des effets assez grave sur la santé de la femme et qu'aujourd'hui, on a une particularité sur la santé de la femme. Donc, travailler la donnée pour que ça puisse aller dans cette directive-là, c'est définitivement à ça que doit servir la technologie pour demain. La question de la donnée est centrale dans fondamentale. votre discours. Comment est-ce que, et il y a plein d'enjeux autour de ces données, de sécurisation, de confiance de la part des patients, comment est-ce que l'IA, là aussi, peut aider à faire de la donnée un levier de transformation pour l'hôpital de demain? Donc là, il y a énormément de choses. On travaille sur des cas d'usage sur le sepsis, donc la septicémie globalement, qui est une maladie infectieuse extrêmement grave qui touche du nouveau-né jusqu'aux personnes très avancées dans le grand âge. C'est une maladie très difficile à détecter. Et un certain nombre d'établissements, typiquement du côté de Lausanne en Suisse, ont mis en place des algorithmes d'IA qui permettent de détecter le plus en amont possible des prédispositions à un sepsis. Et il faut agir vite. Chaque minute va compter parce que le cas d'aggravation est extrêmement grave et ça dégénère très très vite. Et ça, malheureusement, ça génère un taux de mortalité qui est très très important quand il se déclare, s'il n'est pas pris suffisamment tôt. Ils ont mis en place des modèles qui permettent de faire chuter cet effet-là de plus de 20% assez rapidement. Donc, on est dans quelque chose qui fait que la donnée couplée à de l'IA sauve des vies aujourd'hui et c'est déjà des choses qui existent. Et ce que l'on est en train de faire, c'est d'intégrer ça nativement dans les solutions qu'on met à disposition de tous nos établissements pour qu'un établissement qui arrive à mettre au point un algorithme qui a été prouvé scientifiquement avec des articles, qui a été reconnu par un certain nombre de pairs, on puisse les intégrer dans les plateformes comme Hospital Manager. C'est important cette notion aussi de réseau d'établissements parce qu'en fait ces données se croisent et doivent être diffusées, partagées, c'est ça? Alors ça, c'est aussi une particularité très importante en Europe. Les données appartiennent aux patients, bien sûr, et aux établissements. Et pour utiliser ces données-là, il existe un certain nombre de réglementations et de lois en place.
Donc en France, c'est extrêmement contraint, la CNIL est extrêmement vigilante derrière ça. Les finalités, c'est-à-dire les usages qu'on veut faire de ces données sont extrêmement stricts, doivent servir la recherche, ne doivent pas servir par exemple le marketing, la publicité ou ce genre de choses-là. Donc ça doit servir la recherche et en fonction des études que l'on veut mener, on a certaines facilités d'accès à cette donnée. Donc nous, on prend le contre-pied un petit peu de cet aspect-là et on se dit autant laisser la donnée là où elle est. Donc elle est dans des hôpitaux, dans les établissements de santé. Et on met en place une approche qu'on appelle fédérée, c'est-à-dire qu'on connecte les hôpitaux entre eux en réseau. Et c'est des algorithmes qu'on déplace. Ce n'est pas la donnée qu'on centralise, c'est des exécutions de requêtes que l'on déplace dans les établissements. Et c'est le résultat de ces requêtes-là qui sont anonymisées, qui nous permettent de prendre les bonnes décisions pour travailler et arriver à valoriser la donnée en tant que telle. Donc la vertu, c'est que la donnée, elle est immédiatement actionnable, donc on peut s'en servir immédiatement sans avoir besoin de la nettoyer, de la transformer, de passer par des étapes de centralisation de la donnée dans des plateformes de centralisation de données. Et surtout, on va pouvoir aussi faire travailler les établissements, par exemple, clients du groupe Software Médical entre eux pour mener des projets de recherche multicentriques ou encore intéresser des laboratoires pharmaceutiques ou des CRO qui, eux, évidemment, pour mettre en place des nouveaux traitements, ont besoin d'accéder à de la donnée. Une dernière notion peut-être qu'on n'a pas encore abordée dans cette discussion sur l'hôpital de demain, c'est la notion de souveraineté. J'imagine que c'est central dans le numérique en santé, pour conclure. Complètement. On parle des données les plus intimes, je pense, qui peuvent exister sur la planète. On est face à un devoir de transparence très important d'un point de vue des équipes médicales. Donc il y a deux dimensions. Pour qu'une solution d'intelligence artificielle puisse être utilisée, il faut qu'on ait confiance dans cette solution-là, à partir de quelles données le moteur a été entraîné, et donc de faire cette transparence complète sur les données. Toutes les solutions qu'on embarque, tous les partenaires qui font partie de notre écosystème, suivent une certaine charte de référencement pour être sûr qu'on est capable de faire toute cette transparence-là. On est aidé par la réglementation, les dispositifs médicaux quand il s'agit de faire de la décision médicale ou de l'aide au diagnostic. Et puis, la dimension qui est fondamentale, c'est aussi peut-être d'être souverain vis-à-vis des moteurs d'IA en tant que tels. Aujourd'hui, beaucoup de solutions reposent sur des solutions non européennes. On pense qu'en travaillant des modèles de langage frugal, moins importants que les LLM, donc des modèles de langage plus restreints, on peut arriver à des performances très fortes si on tune bien, c'est-à-dire si on entraîne bien ces moteurs dans le domaine du médical. Et donc, plutôt que de partir de très larges modèles et puis après de les adapter, on part plutôt des très petits et puis on regarde à partir de quel moment ils deviennent efficaces. Et ça nous permet de les héberger dans nos infrastructures HDS et d'être complètement souverain et d'avoir donc hébergeur de données de données de santé et avoir le lien vis-à-vis de ça. Et là aussi, vous faites le contrepoint, en fait. Vous prenez le contre-pied, je veux dire. Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire que on ne décide pas parfois d'embarquer des technologies non européennes, bien entendu, mais on sait aussi adresser ces besoins-là si l'établissement en face a une gouvernance d'être le plus souverain possible vis-à-vis des lois extraterritoriales. Merci de nous avoir donné cette image de l'hôpital de demain avec les data et l'IA. Shirley Brottier, donc pour Software Médical. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil.